Imaginez une petite ville où rien n'arrive jamais. Imaginez une enfant qui sort de chez elle pour une simple raison, un geste anodin, presque banal, et qui ne rentre jamais. Imaginez une enquête qui s'enlise, des mois d'attente, des milliers de pistes, des erreurs, des faux coupables, et une vérité qui refuse obstinément de se montrer. Ici, il n'y a pas de scène spectaculaire, pas de témoins clés, pas de confusion immédiate, il n'y a que le silence, la science et une communauté entière qui cherche à comprendre comment l'impensable a pu se produire. Ceci est l'histoire de Yara Gambiradio, une histoire où chaque détail compte et où la vérité mettra des années à émerger. Mais avant de commencer, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, des commentaires, en vous abonnant juste en dessous si ce n'est toujours pas fait. Et sans plus tarder, c'est parti pour cette toute nouvelle enquête. Ma'am, are you still there? Ma'am, are you still there? Avant d'être un nom que toute l'Italie murmure avec gravité, Yara Gambiradio est avant tout une enfant. Une adolescente plus précisément, âgée de 13 ans. Une de celles qu'on remarque sans vraiment savoir pourquoi, simplement parce qu'elle dégage quelque chose de doux, mais surtout de lumineux. Yara avance dans la vie sans faire de bruit, mais elle laisse une trace dans le cœur de ceux qui la croisent. Elle naît le 21 mai 1997 à Brembate di Sopra, une petite commune paisible de Lombardie, tout près de Bergame. Ici, les rues sont calmes, bordées de verdure. Les voisins se connaissent par leurs prénoms, les enfants rentrent encore seuls à pied, cartable sur le dos, sans que personne ne s'inquiète vraiment. C'est donc dans ce décor tranquille que Yara grandit jour après jour, sans histoire, sans drame, sans soucis, avec cette impression finalement rassurante que rien de grave ne peut arriver. À la maison, en plus de ça, elle a la chance d'être entourée. Ses parents, Fulvio et Maura, ainsi que ses 3 frères et sœurs, Keba l'aîné, puis Nathan et Diolé, les plus jeunes. Une famille qui est simple, discrète et surtout profondément soudée. Son père travaille en tant qu'architecte et sa mère est institutrice. Rien d'extraordinaire en apparence, mais un équilibre qui est solide et qui surtout peut donner de bonnes bases pour le futur. Et au milieu de tout ça, il y a donc Yara, celle qui sourit facilement, qui apaise les tensions, qui rassemble tout le monde autour d'elle. C'est une présence qui est douce, presque lumineuse, et qui rassure sans même parler. À l'école, elle est à l'image de ce qu'elle est à la maison. Sérieuse, régulière, appliquée, elle est scolarisée en classe de 3e à l'Institut des Sœurs Ursulines de Somasca à Bergame. Elle travaille bien, elle obtient de bons résultats, elle ne fait aucune vague, et elle vient tout juste de recevoir un bulletin dont elle est fière. Ses professeurs l'ont décrite comme une élève qui est respectueuse, attentive, sans aucun problème de comportement. Bref, finalement, le rêve de tous les parents. Yara ne cherche pas à attirer l'attention, elle se distingue par sa constance, par sa gentillesse, par sa fiabilité tranquille qui inspire confiance. Avec ses camarades, elle est appréciée naturellement. Elle n'est ni une meneuse, ni une adolescente en quête de popularité, ni de celles qui sont harcelées. Elle est simplement elle-même, calme, souriante et toujours prête à donner un coup de main. Elle a ses amis proches, et surtout, cette meilleure amie avec qui elle partage tout. Les devoirs, les confidences, les rêves un peu flous de l'adolescence. Yara n'a pas de petite amie, pas de double vie, pas de secret qui est lourd à porter, et plus tard, sa sœur dira même que si quelque chose l'avait inquiétée, Yara en aurait parlé. Parce que c'est une jeune fille qui parle, qui partage, et elle ne gardait pas ses peurs pour elle. Ses parents lui ont toujours appris à exprimer ses sentiments, à parler lorsqu'il y a des problèmes, et donc tout le monde était au courant si le moindre truc pouvait se passer dans sa vie. Et c'est d'ailleurs un conseil que je donne à tous les parents, si vous le pouvez, apprenez dès que possible à votre enfant à vous partager ce qu'il a sur le cœur, ça pourra potentiellement vous éviter des drames à l'adolescence. Pour revenir à Yara, s'il y a un endroit où cette dernière brille vraiment, c'est dans la salle de sport. La gymnastique rythmique n'est pas qu'un loisir pour elle, c'est une passion qui est viscérale, c'est son refuge, c'est ce qui la fait vibrer. Depuis plusieurs années, elle s'entraîne plusieurs fois par semaine au centre sportif de Brembate di Sopra, à quelques minutes à pied de chez elle. Elle y met une énergie impressionnante pour son âge. Discipline, rigueur, détermination, chaque mouvement est travaillé,
répéter et corriger. Yara ne se contente pas de faire de la gymnastique, elle veut progresser, se dépasser, aller toujours un peu plus loin. Et ça se voit. À seulement 13 ans, elle a déjà remporté des compétitions plutôt importantes jusqu'au niveau national. Des podiums, des médailles, des encouragements qui confirment son talent. Ses entraîneurs ont parlé d'une athlète prometteuse, sérieuse et volontaire. Une enfant qui ne lâche rien, même quand c'est difficile. Et puis, loin des tapis et des rubans, il y a l'autre facette de Yara, celle qui aime dessiner, se perdre dans les petits détails, créer des univers doux et colorés. Entre autres, elle adore Hello Kitty, comme beaucoup de jeunes filles de son âge. Elle imagine, elle rêve, elle remplit les feuilles de traits et de couleurs. Rien d'excessif, rien d'inquiétant, juste une adolescente normale, équilibrée, entourée d'amour, sans savoir que son prénom, un jour, ne sera plus jamais ordinaire. Et même si on aurait, j'imagine, tous souhaité que ce soit par son talent en tant que gymnaste, malheureusement, ce sera pour un drame qu'elle sera tristement célèbre. Le vendredi 26 novembre 2010 ne ressemble pas aux autres. L'air y est un petit peu plus froid, la lumière tombe trop vite, et pourtant, rien ne laisse encore présager que cette soirée va basculer. Ce jour-là, il n'y a pas d'entraînement officiel de gymnastique prévu. Une soirée normalement calme. Mais Yara Gambirazio décide quand même de sortir. La raison, elle est toute simple, presque banale. Le système de musique de la salle ne fonctionne plus et sans musique, impossible de s'entraîner correctement. Une compétition approche, prévue pour le dimanche, alors Yara se propose d'apporter son lecteur CD. Un petit geste, rendu avec sérieux, comme tout ce qu'elle fait. Elle ne traîne pas, elle aide, puis elle rentre. En tout cas, c'était son plan. À 17h15, elle quitte la maison familiale. Sa mère lui rappelle de ne pas trop tarder. Le centre sportif est proche de chez elle, il est à environ 700 mètres. Donc selon son temps de marche, on va compter à peu près 10 minutes à pied, pas plus. Un trajet en plus de ça qu'elle connaît par cœur. Alors Yara marche, le lecteur sous le bras, les pensées probablement déjà tournées vers les chorégraphies à répéter. Elle est arrivée vers 17h25. Elle remet le lecteur, s'entraîne un moment, partage la salle, la musique, l'effort. Puis, à 18h30, soit un tout petit peu plus d'une heure après qu'elle soit arrivée, elle quitte la salle de sport pour rentrer chez elle. Dehors, évidemment, la nuit s'installe très vite. Fin novembre, en Italie, le ciel devient sombre dès la fin d'après-midi. Et ce soir-là, de légères chutes de neige tombent. Silencieuses, presque jolies. Rien d'anormal, les adolescents sont encore dehors, les rues ne sont pas désertes, tout semble normal. Mais à 19h, Yara n'est toujours pas rentrée, alors que je vous rappelle qu'elle est partie à 18h30 et qu'elle est à 10 minutes à tout casser de son domicile. Si, admettons, elle a traîné un petit peu dans la rue, qu'elle a rencontré quelqu'un, on va compter 20 minutes. Quoi qu'il en soit, c'est inquiétant qu'elle ne soit toujours pas rentrée. À ce moment précis, quelque chose se fissure. Sa mère regarde l'heure, encore une fois, et elle se dit que ce n'est pas normal. Sa fille, Yara, c'est une jeune fille qui est très sérieuse et qui est ponctuelle. Elle n'arrive jamais en retard et elle ne reste, en plus de ça, jamais dehors sans prévenir ses parents. À 18h10, elle appelle sa fille sur son téléphone. Le portable, il est éteint ou alors la batterie est vide. Le doute s'installe, lentement, puis brutalement. On pense d'abord à une amie. Alors on appelle, une à une, chacune de ses amies. Mais personne ne l'a vue. À 18h30, l'inquiétude devient trop forte. Son père appelle directement la police. L'affaire arrive rapidement sur le bureau du procureur et Letizia Ruggieri, magistrate de permanence, comprend immédiatement la gravité de la situation. Une adolescente de 13 ans a disparu. Elle a ordonné sans attendre le lancement d'une opération de recherche. Et franchement, ça fait vraiment plaisir de voir ça, puisque je donnerais ma main à couper que si nous avions été aux États-Unis, ils auraient dit d'attendre 48 heures, puisque bon, c'est sûrement une adolescente qui a décidé de fuguer, puisque c'est vrai que tous les adolescents décident un jour ou l'autre de fuguer du foyer familial. En tout cas, ce n'est visiblement pas la politique de l'Italie, merci à eux. Les policiers se rendent donc d'abord à la salle de gymnastique, et ils ont confirmé que Yara est bel et bien partie vers 18h30. Certains témoins ont affirmé l'avoir vu parler avec deux hommes près d'une voiture rouge, mais aucun élément concret n'a confirmé cette version. La recherche, elle s'organise, elle s'étend.
Le trajet entre la salle et la maison est fouillé mètre par mètre, sauf que la nuit avance et le froid s'installe. Les pompiers arrivent également sur place, des bénévoles, très vite, franchement ça a été super vite dans cette affaire, des bénévoles le soir même ainsi que des amis et des habitants du quartier se sont joints aux équipes. Ils fouillent le complexe sportif, les champs voisins, l'école, chaque recoin possible et imaginable. Mais malgré les lampes, malgré les appels, les pas qui s'enfoncent dans la neige, Yara reste introuvable. Et peu à peu, l'angoisse prend toute la place. Très vite, les enquêteurs se plongent dans ce que Yara a laissé derrière elle. Son téléphone devient évidemment une pièce centrale. Chaque donnée est passée au crible, et surtout, chaque minute compte. Les relevés téléphoniques sont analysés ligne par ligne, comme si le moindre détail pouvait encore parler à sa place. Le dernier message de Yara Gambiradzio a été envoyé à 18h44. Un simple SMS adressé à son amie Martina. Elle lui rappelle qu'elles doivent arriver à la salle de sport avant 8h le dimanche pour la compétition. Un message qui est banal, presque tendre, qui respire l'avenir. Rien, mais vraiment absolument rien dans ces mots, ne laisse penser à la peur, ni même à l'urgence. Puis, 5 minutes plus tard, à 18h49, le téléphone se connecte à une antenne relais située à Mapello. Mapello, c'est une ville voisine, un endroit où Yara n'a littéralement aucune raison de s'y rendre. Ce détail, bien entendu, glace immédiatement les enquêteurs, mais également les parents de cette dernière. À 18h55, le téléphone émet son tout dernier signal avant de disparaître à jamais. Le silence total. Très rapidement, certaines hypothèses sont écartées. La fugue ne tient pas, Yara n'a jamais montré le moindre signe de rébellion, aucun conflit familial, aucune envie de partir. L'enlèvement contre rançon est lui aussi exclu. Sa famille est de classe moyenne, sans fortune, sans exposition particulière. Aucun levier financier qui est crédible. Les parents coopèrent pleinement avec la police, ils sont observés, comme toujours dans ce genre d'affaires, bien entendu, même si la majorité du temps les parents ne sont pas coupables. Dans ce genre d'enquête, tout le monde est un potentiel suspect, puisque on sait à quel point les gens peuvent être vraiment tordus. Mais évidemment, il n'y a aucun soupçon sérieux qui pèse sur eux. Le dimanche, l'affaire change de dimension. Les médias nationaux arrivent sur place. Caméras, micros, journalistes, ils envahissent tous les rues. La disparition de cette adolescente devient une affaire nationale. Partout en Italie, des parents regardent les images avec angoisse. Parce que Yara, ça pourrait être leur fille. Une adolescente ordinaire, d'une famille normale, sans exposition au danger. Et c'est précisément ça qui terrifie. La police fait alors appel à des chiens spécialisés. On leur fait sentir une serviette appartenant à Yara, laissée à la salle de sport. Et malgré la foule, malgré le bruit, malgré les médias amassés devant le gymnase, les chiens parviennent à capter une piste. Ils suivent d'abord le chemin habituel, celui qui mène vers la maison. Puis, soudainement, ils s'en écartent. La trace les conduit jusqu'à un chantier de construction situé à Mapello, exactement dans la zone où le téléphone de Yara a été localisé pour la dernière fois. Un détail frappe immédiatement les enquêteurs. Ce chantier se trouve à environ 10 minutes à pied de la salle de sport. Pourtant, selon les données téléphoniques, Yara y est arrivée en seulement 5 à 6 minutes après être sortie. Trop rapide, beaucoup trop rapide, et ce qui indique qu'elle a été transportée dans un véhicule. Les chiens sont relancés et suivent exactement le même itinéraire, encore et encore. La police interroge alors toutes les personnes présentes sur le chantier. En parallèle, une équipe médico-légale fouille chaque centimètre du site, le sol, les outils, les véhicules, mais là, encore une fois, il n'y a rien, aucune trace de la petite Yara. Les enquêteurs vont encore plus loin. Les téléphones de tous les ouvriers sont mis sur écoute. Beaucoup sont des travailleurs immigrés, ils parlent souvent arabe ou d'autres langues étrangères avec leur famille. Des traducteurs sont mobilisés pour analyser chaque conversation, et pendant ce temps, une autre équipe enquête sur le passé familial de Yara. Franchement, personnellement, je ne sais pas vous, mais je suis hyper étonné de tout ce que la police italienne met en place concernant la disparition de cette jeune fille. C'est vraiment très rare que je traite des affaires où il y a autant de choses qui sont mobilisées dans la disparition d'une adolescente. Et à ce moment-là,
Et franchement, gros coup de cœur sur la police italienne. Alors j'imagine qu'ils ne traitent pas, alors peut-être qu'ils ne traitent pas toutes les affaires de cette manière, mais franchement, je suis agréablement surpris. Et si d'autres pays pouvaient prendre exemple sur cette affaire et sur le travail remarquable que la police a fait, eh bien peut-être qu'il y aurait beaucoup moins de disparitions qui sont irrésolues. Et donc, entre les téléphones des employés, puis la famille éloignée de Yara, eh bien, il y a une piste au travail de son père qui a carrément été envisagée. Un possible différent professionnel, mais bon, finalement, après des vérifications qui sont approfondies, cette hypothèse est totalement effondrée et on se retrouve encore une fois avec absolument aucune piste. Plus les heures passent, plus une certitude s'impose. Yara n'a pas disparu par hasard. Mais alors, qui a pu vouloir lui faire du mal? Puisque, comme dit, sa famille est une famille qui est respectée. Ils ne sont pas riches, donc c'est pas une rançon. C'est forcément, pour beaucoup de personnes, quelqu'un qui veut faire du mal à la famille. Mais par quel biais? De la part de qui? Qu'est-ce qui a pu pousser une personne tierce à kidnapper une enfant pour blesser des parents? Pendant que la piste du chantier est passée au peigne fin, une information finit par émerger. Elle ne vient ni du sol, ni des chiens, ni des objets. Elle vient d'une voix, d'un appel téléphonique intercepté parmi des dizaines d'autres, traduit et écouté un par les enquêteurs. Cet appel appartient à un ouvrier marocain, Mohamed Fikri. Lors de la conversation, tenue en arabe évidemment, une phrase attire immédiatement l'attention. Une phrase lourde, presque insoutenable. Il a entendu dire « Qu'Allah me pardonne, je ne l'ai pas tué ». Puis sa voix se brise, il pleure. Pour les enquêteurs, c'est un choc. Une onde de tension traverse immédiatement l'enquête. En creusant son profil, il découvre que Mohamed est ouvrier du bâtiment et qu'au moment de la disparition de Yara, il travaillait justement sur un chantier situé dans la zone de Mapello. Et évidemment, le même secteur où les chiens ont suivi l'odeur de Yara. Les pièces semblent donc s'emboîter trop parfaitement. Mais tout prend du temps. 3 jours entiers sont nécessaires pour traduire et analyser correctement cette conversation. Quand la police est enfin prête à agir, 8 jours au total se sont écoulés depuis la disparition de l'adolescente. Le 4 décembre, les agents se rendent pour arrêter Mohamed Fikri. Malheureusement, il est déjà trop tard. Il découvre qu'il a déjà quitté son domicile. Et pire encore, il a embarqué dans un ferry depuis le port de Genoa en direction du Maroc. Immédiatement, une opération d'urgence est lancée. Des policiers italiens montent à bord d'un autre bateau et se lancent à sa poursuite. Juste avant que le ferry n'atteigne les eaux internationales, Mohamed est intercepté. Il a été arrêté et conduit au poste pour être interrogé. Sa voiture et son domicile ont été fouillés. Dans son véhicule, les enquêteurs ont récupéré un matelas qui a été taché de sang. L'information explose évidemment dans les médias. Les chaînes d'information s'emballent. Toute l'Italie regarde et retient son souffle. Très vite, l'opinion publique se fige sur un coupable qui est idéal, Mohamed, qui en plus de ça est un migrant. Et dans une partie du pays, la colère et la peur se transforment en accusation générale. L'affaire prend donc une tournure sociale et politique violente. Mais lors de l'interrogatoire, Mohamed nie tout. Il se dit innocent, il présente un alibi précis, appuyé par un autre ouvrier, Monsieur Scarli, qui affirme qu'ils étaient ensemble au moment de la disparition. Les analyses tombent ensuite, une par une. Le sang retrouvé dans la voiture n'appartient pas à Yara. Les données de localisation du téléphone de Mohamed montrent que, ce jour-là, il se trouvait loin de l'endroit où Yara a disparu. Interrogé sur sa fuite, enfin du moins du coup prétendue fuite, il explique qu'il prévoyait ce voyage depuis longtemps. Il dit vouloir revoir sa famille après 2 ans d'absence et affirme avoir acheté ses billets bien avant la disparition de Yara. Mais reste cette phrase, cette conversation, celle qui fait qu'on a tous eu des doutes concernant cet homme. Eh bien, lorsqu'on l'interroge à ce sujet, il soutient que tout repose sur une erreur de traduction. Alors la police fait appel à 8 traducteurs différents. Tous arrivent à la même conclusion. La traduction initiale était erronée. Il n'a jamais parlé du meurtre de qui que ce soit. Alors, l'homme a été relâché. Et à cet instant, la pression devient écrasante. Les médias et l'opinion publique se retournent contre la police. Comment arrêter un homme
l'exposer de la sorte sur la place publique, puis le libérer. 10 jours après la disparition de Yara, aucune piste solide n'existe encore. Acculée, sans autre option, la police prend une décision radicale. Placer sur surveillance les téléphones de près de 15 000 personnes présentes dans la zone ce soir-là. L'enquête entre alors dans une toute nouvelle dimension. Mais pendant qu'elle piétine, le temps, lui, continue d'avancer. Lentement, cruellement. Noël approche, et ça fait maintenant un mois entier que Yara Gambiradio a disparu. Pour sa famille, plus rien ne tient vraiment debout. Chaque journée ressemble à la précédente, mais en un peu plus lourd, en un peu plus silencieux. Depuis le soir de la disparition, leur maison n'est plus un refuge. Devant la façade, les caméras sont là en permanence, jour et nuit. Micros tendus, voitures de journalistes garées sans interruption, ils n'en peuvent plus. À l'intérieur, la famille vit coupée du monde. Les rideaux restent fermés, les volets aussi d'ailleurs, les portes ne s'ouvrent presque plus. Comme si finalement se montrer devenait un danger supplémentaire. Pour les frères et sœurs de Yara, c'est un cauchemar. Ils vivent enfermés, observés, sans comprendre pourquoi leur intimité a disparu avec elle. Chaque bruit à l'intérieur rappelle l'absence. Chaque silence à l'intérieur la rend encore plus douloureuse. Épuisés par cette intrusion constante, les parents de Yara finissent par accepter de parler. Ils apparaissent pour la première fois à la télévision. Une décision difficile et presque forcée. Devant les caméras, Fulvio, le père, prend la parole. Sa voix elle est posée, mais on sent à quel point elle est brisée. Il dit qu'ils ne veulent pas être sous les projecteurs, qu'ils ne cherchent ni la célébrité, ni même la pitié, qu'ils veulent juste une seule chose, ramener leur fille à la maison, saine et sauve. Ils affirment qu'ils croient encore qu'elle est en vie, et ils lancent un appel, simple, désespéré. Si quelqu'un sait quelque chose, qu'il parle. Ils acceptent aussi de partager quelques photos d'Yara. On la voit à la salle de sport, concentrée, en mouvement, on la voit sur une plage, souriante, et sur une autre image, elle porte le maillot de l'équipe nationale italienne, fière et lumineuse. Des images de vie, des images qui contrastent violemment avec l'angoisse actuelle. Tout au long de l'entretien, Maura, la mère, reste silencieuse, visiblement mal à l'aise. Son regard fuit, elle ne parle presque pas, la douleur est là, brute, impossible à formuler. À la fin, les parents précisent qu'ils ne participeront à aucune manifestation publique. Ils demandent simplement aux gens de prier pour Yara. Quand les médias s'emparent d'une affaire à ce point, l'attention nationale peut parfois aider. Plus de témoins, plus de pression, plus de chance. Mais c'est aussi une arme à double tranchant. La famille est exposée sans filtre. Chaque émotion devient publique, chaque silence est interprété, leur intimité disparaît complètement et les médias se trompent complètement de cible. Ils devraient plutôt se concentrer sur les faits, sur l'enquête et laisser les proches affronter leur douleur loin des caméras. Mais les semaines passent, puis les mois, et même après 3 mois, la police n'a toujours aucune piste concrète. Yara est toujours absente et l'espoir commence à vaciller. Le 26 février 2011 arrive enfin. Un jour ordinaire en apparence, un de ceux où personne ne s'attend à ce que tout bascule à nouveau. À une dizaine de kilomètres au sud de Brembate di Sopra, dans la petite commune de Chignolo d'Isola, un homme de 45 ans, Ilario Scotti, passe la matinée à piloter un avion télécommandé. Le décor est étrange, presque hors du temps. Un parc industriel abandonné, des bâtiments vides, du béton, des broussailles. Le genre d'endroit que personne ne remarque vraiment. À un moment, l'avion ne répond plus correctement. Alors Ilario le fait descendre sur un terrain vague, près de buissons et d'un amas de déchets. Il s'avance pour vérifier l'appareil, et là, son regard se fige. Au sol, il voit 2 chaussures, posées là, sans aucune logique. Et juste à côté, il distingue un corps, celui d'une jeune fille, et le corps est là depuis un petit moment. La décomposition a déjà commencé. Le silence du lieu devient soudain insupportable. Ilario appelle immédiatement la police, et quand les forces de l'ordre arrivent, un détail frappe instantanément. Les vêtements portés par la victime sont les mêmes que ceux que Yara portait le soir de sa disparition. Exactement 3 mois après s'être volatilisée, Yara a donc été retrouvée. Loin de la salle de sport, cachée dans des buissons isolés, sans accès direct, comme si quelqu'un avait choisi cet endroit avec soin.
En observant les lieux, les enquêteurs comprennent vite une chose. Celui qui a déposé le corps connaît parfaitement la zone. Il travaille peut-être dans le parc industriel ou dans les environs, ou encore il fréquente régulièrement la discothèque située juste en face qui s'appelle Sabi Mobili, un lieu déjà connu pour des faits de violence. Autour du corps de Yara, plusieurs objets ont été retrouvés. L'iPod de cette dernière, la batterie de son téléphone, sa carte SIM et la clé de la maison familiale. Le téléphone, lui, a disparu, emporté par le tueur, et le corps n'a pas non plus été enterré. À peine recouvert d'un petit peu de terre, avec de l'herbe de chaque côté, comme abandonné à la hâte. C'est le père de Yara qui a dû l'identifier, et après quoi, le corps a été envoyé pour autopsie. Le rapport d'autopsie a révélé que Yara a été poignardée entre 9 et 10 fois avec une arme tranchante. Ces coups ont été portés pour faire souffrir, pour infliger de la douleur. Aucun n'a été mortel, ses vêtements ont été lacérés par les coups, preuve qu'elle les portait encore. Elle a été torturée et les médecins légistes ont aussi relevé une blessure à la tête, probablement causée par une chute contre une surface rocheuse. Mais cette blessure l'a seulement fait perdre connaissance, ce qui signifie que la mort est survenue plus tard, seule à l'extérieur, et pendant des heures, elle agonisait entre le froid, l'hypothermie et une perte de sang excessive qui ont, tous les trois, eu raison d'elle. Aucune preuve de viol n'a été retrouvée, même si le crochet de son soutien-gorge était ouvert. À partir de tous ces éléments, les enquêteurs ont estimé que Yara a été enlevée, forcée à monter dans un véhicule, puis conduite jusqu'à cet endroit. Et à cet instant précis, une certitude s'impose. Ce crime n'est ni improvisé, ni accidentel. À ce stade de l'enquête, les faits se dessinent avec une précision glaçante. Les enquêteurs reconstituent la scène, morceau par morceau, et ce qu'ils comprennent est insoutenable. À cet endroit isolé, le tueur tente d'agresser sexuellement Yara Gambiradio. Mais Yara se défend. Elle ne se soumet pas, elle résiste. Et cette résistance déclenche une violence gratuite, presque rageuse. Pour la punir, pour la terroriser, le tueur commence à la poignarder. Encore et encore. Pas pour la tuer, non, pas tout de suite, juste pour lui faire mal, pour lui faire peur et pour la briser. Dans cette brutalité désorganisée, il se blesse même lui-même. Du sang a carrément été laissé sur place sans qu'il se rende compte. À un moment, Yara chute. Sa tête heurte violemment une surface rocheuse, le choc il est brutal et elle perd carrément connaissance. Et c'est là que tout bascule. Le tueur quitte les lieux, la laissant seule, inconsciente, exposée au froid, à la nuit et au silence. Les examens révèlent aussi la présence de particules de chaux dans ses voies respiratoires. Sur ses vêtements, les techniciens découvrent plusieurs types de fibres. Certains évoquent même une corde. D'autres correspondent à un tapis typiquement utilisé à l'intérieur de véhicules utilitaires. Peu à peu, le scénario se précise. Yara a été enlevée sur le chemin du retour, contrainte de monter dans un véhicule, probablement une camionnette ou un engin lié au secteur de la construction, puis transportée jusqu'à ce lieu reculé. Les équipes médico-légales récupèrent tout ce qui peut encore parler. De l'ADN est prélevé sur la batterie du téléphone ainsi que sur les gants de Yara. Mais ces traces, évidemment, vous en doutez, restent fragiles puisqu'elles ont pu être déposées plus tôt dans la journée, au gymnase, à l'école, au contact de personnes parfaitement innocentes. Sans oublier que la pluie, la neige, les semaines passées dehors ont détruit la majorité des indices présents sur son manteau ainsi que sur son pantalon. Un échantillon, pourtant, a résisté au temps. Il est retrouvé sur les sous-vêtements de Yara, à un endroit précis. Un endroit qui ne laisse aucun doute sur une tentative d'agression. Cet ADN, c'est ni de la salive, ni du sperme. De toute façon, dans de telles conditions climatiques, ces éléments n'auraient jamais survécu aussi longtemps. Au contraire, il s'agit d'un ADN provenant du sang ou de la peau. Et l'analyse, elle est formelle. C'est un ADN masculin. Pour la première fois depuis des mois, l'enquête tient quelque chose de concret. Cet homme sans visage reçoit un nom froid, déshumanisé, Ignoto 1, ce qui signifie l'inconnu numéro 1. À partir de là, la police se lance dans une opération titanesque. Les ADN de la famille de Yara, des proches, des voisins, des camarades de classe, de leurs parents, des entraîneurs, des fréquentations de la salle de sport, tous sont comparés à celui retrouvé sur son corps. Encore
Et encore, et ce, sans résultat, sans aucune correspondance. Les enquêteurs se tournent alors vers un élément clé du décor. La discothèque située juste en face de la scène de crime. Sabi Mobili. Un club privé, réservé aux membres, aucun inconnu n'y entre par hasard. La police obtient alors la liste complète des adhérents. Un premier tri est effectué, ceux qui viennent de la région de Yara, ceux qui travaillent, de près ou de loin, dans la construction. Il y a environ 400 personnes et toutes sont contactées, toutes sont convoquées. Des prélèvements ADN sont réalisés, comparés et vérifiés. En parallèle, une autre équipe analyse les données de localisation des téléphones portables des membres du club. Où étaient-ils ce soir-là et qui se trouvait près de la salle de sport? Ceux dont les déplacements correspondent sont appelés à fournir un échantillon ADN et tous acceptent volontairement. Aucun mandat n'est nécessaire et les jours passent, les résultats tombent et encore une fois, il n'y a rien. Ignoto 1 reste invisible, sans nom et surtout sans visage. L'enquête vient frapper une nouvelle fois un mur. Et la police comprend qu'elle va devoir penser autrement. Les analyses ADN apportent enfin des éléments plus précis, mais aussi plus complexes. L'échantillon retrouvé n'est pas un échantillon propre au sens scientifique du terme, car il a été prélevé à proximité directe d'une blessure par arme blanche sur le corps de la petite Yara. Il contient donc un mélange, l'ADN de Yara et celui de son agresseur, étroitement imbriqués, ce qui rend le travail d'interprétation beaucoup plus délicat. Les enquêteurs décident alors d'isoler un élément clé, le chromosome Y. Et ce chromosome, présent uniquement chez les hommes ou encore les personnes intersexes, est confié à un expert en agénétique. Son analyse apporte une information capitale. Ce chromosome Y est extrêmement répandu dans le nord de l'Italie, ce qui indique que le tueur est très probablement un citoyen italien et non un immigrant, comme une partie de l'opinion publique l'avait cru au départ. Oui, parce que malgré que Mohamed a été innocenté, beaucoup continuent de penser que c'est un immigrant qui a forcément tué la petite Yara, alors que, spoiler alerte, non. L'expert va encore plus loin et affirme, avec une probabilité estimée à 94,5%, que l'homme possède des yeux clairs, bleu clair ou bleu tirant vers le vert. À partir de ce moment-là, l'enquête change complètement de rythme. La police commence à comparer l'ADN des membres du club Sabi Mobili, dont la couleur des yeux correspond à ce profil. Mais l'appariement ADN est quand même un processus qui est long, lourd, extrêmement exigeant et surtout très cher. Chaque prélèvement est envoyé dans des laboratoires spécialisés à Parme, à Pavie et à Rome. Dans certains cas, il faut jusqu'à 6 heures simplement pour lire correctement sur l'échantillon, avant même de pouvoir le comparer à celui d'Ignoto 1. Des équipes entières travaillent jour et nuit. Les coûts explosent, logistique, personnel, analyse, déplacement, tout s'additionne. Et à ce stade, l'enquête devient officiellement la plus coûteuse de l'histoire judiciaire italienne. Pendant que la science avance lentement, le temps continue de faire son œuvre. Les funérailles de Yara ont eu lieu en mai 2011 et ont rassemblé des milliers de personnes ainsi que des médias venus de tout le pays. Même le président italien de l'époque, Giorgio Napolitano, a exprimé publiquement ses condoléances. Yara n'est donc plus seulement une enfant disparue, elle est devenue un symbole national. Puis, enfin, les premiers résultats ADN des membres du club aux yeux clairs arrivent. Et pour la première fois depuis des mois, quelque chose bouge réellement. L'ADN d'Ignoto 1 présente une correspondance partielle avec celui d'un Italien nommé Damiano Guerinoni. Ce n'est pas une correspondance complète, ce qui exclut immédiatement Damiano comme étant le tueur. Les vérifications confirment d'ailleurs qu'il se trouvait hors du pays au moment du meurtre. Mais une évidence s'impose, le tueur est forcément un parent de sang masculin de Damiano. Bon, j'ai envie de dire, c'est déjà ça. Toutefois, Damiano n'a pas de frère et son père est décédé plusieurs années auparavant. En creusant davantage, les enquêteurs découvrent une coïncidence troublante. La mère de Damiano, Aurora Zani, a travaillé comme femme de ménage chez les Gambirazio pendant 10 ans. Elle connaissait, pour ainsi dire, Yara depuis toujours. Et pour elle, l'idée qu'un membre de la famille de son défunt mari puisse être impliqué dans la mort de cet enfant est profondément choquant. Damiano et sa mère sont interrogés longuement. Leurs téléphones sont écoutés, chaque détail de leur quotidien est passé au crible,
Mais au terme d'une enquête approfondie, la police est encore une fois formelle. Ni Damiano, ni Aurora n'ont le moindre lien avec le meurtre. En revanche, un point de départ clair a enfin été trouvé. Les enquêteurs commencent alors à reconstruire méthodiquement l'arbre généalogique du père de Damiano. Ils découvrent qu'il avait au total 10 frères, c'est quand même beaucoup de frères. Une liste complète est dressée, incluant chacun de ses frères, leurs fils, puis leurs petits-enfants. La machine judiciaire se remet donc en marche. Téléphone mis sous écoute, prélèvement ADN systématique. La police espère ainsi qu'une collecte aussi massive finira par déstabiliser le tueur, qu'il fera une erreur, qu'il dira quelque chose de suspect au téléphone. Mais rien ne vient. Dans la majorité des appels, les gens sont simplement perdus, incapables de comprendre pourquoi on leur demande soudain un échantillon ADN. Et pendant que le filet se resserre lentement, Ignoto 1, lui, reste silencieux. À partir de là, l'enquête bascule dans quelque chose d'inédit. La police décide de remonter encore plus loin dans le temps et entreprend de reconstituer l'intégralité de l'arbre généalogique de la lignée de Damiano Guerrironi depuis 1866 jusqu'à aujourd'hui. C'est un travail qui est colossal, minutieux et presque obsessionnel, où chaque naissance, chaque mariage, chaque décès est vérifié, recoupé et consigné. C'est au cours de cette phase de test massif que survient une nouvelle avancée. L'ADN de 2 cousins éloignés de Damiano, 2 frères prénommés Pier Paolo Guerrinoni et Diego Guerrinoni, correspondant à 50% avec celui d'Ignoto 1. Cette donnée, elle est cruciale, car elle signifie une chose très précise. Le père de Pier Paolo et Diego est aussi le père biologique du tueur. Pour les enquêteurs, le cercle se resserre enfin. Ils tiennent désormais une génération clé. Le problème, c'est que ce père, Giuseppe Guerrinoni, est mort depuis près de 12 ans en 1999. Impossible de l'interroger, impossible de lui poser la moindre question. La police doit donc faire preuve d'ingéniosité. Un premier prélèvement ADN est réalisé à partir d'un vieux timbre collé sur son permis de conduire. Un timbre que Giuseppe avait très probablement léché avant de la poser. L'échantillon est envoyé au laboratoire et les résultats confirment que Giuseppe est bien le père de Pier Paolo, de Diego, mais aussi donc le père biologique d'Ignoto 1. Bon, ça on le savait déjà, mais cette fois-ci c'est confirmé. Lorsque la police est interrogée, un élément complique tout. Giuseppe n'a été marié qu'une seule fois. Il n'a officiellement que 2 fils, Pier Paolo et Diego, dont l'ADN correspond déjà à 50%. Il n'a reconnu aucun autre enfant. Et pour les enquêteurs, quelque chose ne colle pas. Ils envisagent alors une possibilité. Et si le timbre-poste avait été collé par quelqu'un d'autre? Pour lever tout doute, la police obtient une autorisation judiciaire exceptionnelle et procède à l'exhumation du corps de Giuseppe afin de réaliser un nouveau test ADN directement sur ses restes. Et le résultat est identique. Cette fois, il n'y a plus aucune ambiguïté possible. Giuseppe a nécessairement eu un fils hors mariage. Et j'imagine là la stupeur de ces enfants qui eux ont été reconnus, qui apprennent que leur père a eu une double vie pendant le mariage avec leur mère. Malheureusement à l'époque il n'y avait pas les réseaux et c'était pas aussi simple de griller les personnes qui ont une, 2 voire 3 doubles vies. Un enfant est donc né soit d'une relation antérieure à son mariage, soit d'une liaison extra-conjugale. Et cet enfant est Ignoto 1, l'homme qui a tué Yara. À partir de là, l'enquête prend une tournure presque historique. La police doit maintenant comprendre qui était Giuseppe, comment il vivait, où il allait et surtout avec qui il aurait pu entretenir une relation il y a 30 ou 40 ans, alors que je vous rappelle que l'homme il est mort, donc c'est ultra compliqué pour eux de pouvoir faire tout son historique. Il reconstitue malgré tout absolument toute sa vie, et voici un petit aperçu de la vie de Giuseppe. Giuseppe est né à Gorno, puis il déménage vers 1965 à Ponteselva. Là-bas, il commence à travailler comme chauffeur pour la compagnie de bus Motalini. Son itinéraire est connu, il transporte régulièrement des femmes travaillant dans une usine textile voisine. La police retrouve et interroge d'anciennes passagères de cette ligne, des personnes qui faisaient ce trajet presque tous les jours à l'époque.
En parallèle, ils estiment que si un enfant était né hors mariage dans ces années-là, quelqu'un en aurait forcément eu connaissance. Un avocat, une infirmière, un prêtre, un médecin, que sais-je, il y a forcément quelqu'un qui est au courant. Ils interrogent donc de nombreuses personnes correspondant à ces profils. Et là, 5 pistes émergent. 5 femmes potentielles, mais après vérification, aucune ne correspond. Aucun enfant ne mène à Ignoto 1. Puis, un nouvel élément apparaît dans le passé de Giuseppe. Dans les années 1960, il séjourne fréquemment seul dans une station thermale située dans la région de Milan. Un détail qui, jusque-là, semble anodin, mais qui commence soudainement à prendre un tout autre sens. Et pour la police, une nouvelle question se pose. Ce fils caché aurait-il pu naître là-bas ? Malgré ce nouvel angle, la police continue d'échouer. Les enquêteurs remontent toutes les femmes ayant séjourné dans ce complexe thermal pendant les années où Giuseppe y venait régulièrement. Et elles sont toutes retrouvées, interrogées, puis soumises à des comparaisons ADN. Et là encore, les résultats tombent les uns après les autres, et à chaque fois, ils sont négatifs. Aucun lien, aucun enfant caché, aucune correspondance. À ce stade, il ne reste plus qu'une seule hypothèse crédible. Giuseppe aurait eu une relation extra-conjugale avec une femme mariée, et Ignoto 1 serait né de cette liaison secrète. Cette situation aurait très bien pu rester inconnue pendant des décennies, voire n'aurait pu ne jamais être connue, et ce même du mari de cette femme. À l'époque, en Italie, avant 1970, le divorce n'est pas autorisé légalement, et de nombreux couples restent ensemble malgré des infidélités connues ou tues. Ce contexte social rend l'enquête encore plus complexe, car les vérités ont été enfuies profondément, parfois volontairement. Peu à peu, cette théorie s'infiltre dans l'espace médiatique. Les journaux en parlent, les villages murmurent, des histoires anciennes, des secrets de famille, des rumeurs oubliées refont subitement surface. Des journalistes découvrent même, dans plusieurs communes, au moins 5 cas d'enfants dont le père biologique n'est pas celui qui les a élevés. Et j'ai envie de dire que malheureusement, c'est beaucoup plus courant qu'on ne le pense. L'affaire Yara Gambirasio agit donc comme un révélateur brutal de vie parallèle et de vérités dissimulées depuis plusieurs décennies. Donc en plus d'avoir détruit une famille qui est la sienne, toute cette affaire a probablement détruit d'autres familles qui ne s'attendaient jamais à recevoir de telles révélations. Nous sommes désormais en 2013. Plus de 2 années se sont écoulées depuis la disparition de Yara. Au fil de l'enquête, la police a déjà comparé les profils ADN de plus de 20 000 personnes. Jamais une affaire criminelle en Italie n'a nécessité une opération génétique d'une telle ampleur. Les enquêteurs sont épuisés, mais ils continuent. Et en interrogeant d'anciens collègues et conducteurs ayant travaillé avec Giuseppe, un élément revient régulièrement. Il avait la réputation d'être un homme à femme et d'avoir des liaisons avec des femmes employées de l'industrie textile. Cette piste semble donc logique, cohérente avec ses trajets et son mode de vie. Pourtant, malgré une année entière passée à identifier, à contacter et tester l'ADN de nombreuses femmes correspondant à ce profil, aucune avancée concrète n'est obtenue. Puis, un coup dur inattendu frappe l'enquête. Les enquêteurs découvrent que l'ADN qu'ils comparaient depuis des mois, en fait n'était pas celui du tueur, mais celui d'Yara elle-même. L'échantillon initial d'Ignoto 1 était un mélange d'ADN masculin et de l'ADN de Yara. Et à cause d'une simple petite erreur de laboratoire, tout l'ADN féminin comparé jusqu'à là correspondait en réalité à Yara. Des mois de travail s'effondrent d'un seul coup. Des pistes entières deviennent donc inutile. C'est littéralement un revers majeur, presque humiliant pour la police et surtout qui a coûté très cher aux contribuables. En août 2013, alors que l'enquête semble complètement bloquée, un nouvel événement ravive brièvement l'espoir. Dans le registre des visiteurs d'un hôpital situé à environ 1 heure de Brembate di Sopra, une note manuscrite est retrouvée. Et elle dit simplement « Prévenez la police de Bergame que le tueur de Yara Gambirasio était ici ». L'information est évidemment très prise au sérieux. La police vérifie immédiatement les caméras de surveillance, analyse les entrées, recoupe les horaires, et après enquête, la conclusion tombe. Il s'agit d'un canular, une mauvaise plaisanterie, un acte qui est littéralement abject. Au total, 1 année supplémentaire s'écoule. Et malgré tout ce travail colossal, malgré les milliers de prélèvements, malgré les reconstructions généalogiques et les erreurs corrigées, l'enquête n'avance toujours pas.
Ignoto 1 reste introuvable et l'affaire semble, une fois de plus, au point mort. En juin 2014, alors que l'enquête semble figée depuis des mois, la police reçoit enfin un signal différent des autres. Un tuyau, transmis par une source restée inconnue, fait surgir un nom précis, Esther Arzufi. Pour les enquêteurs, ce nom n'est pas totalement nouveau, mais il n'avait jusqu'à là jamais occupé une place centrale. Esther fait partie de ces femmes qui travaillaient autrefois dans l'industrie textile. En 1966, à seulement 19 ans, elle a épousé un homme nommé Gianni Bossetti. Son mari, orphelin très jeune, souffrait de dépression et de psoriasis, tandis qu'Esther, elle, aimait sortir, voir du monde, être entourée. Elle vivait dans le même secteur que Giuseppe et empruntait régulièrement son bus. Les trajets étaient donc fréquents et les occasions de se croiser nombreuses. La police se rend compte d'un détail crucial. L'ADN d'Esther avait déjà été prélevé en 2012, mais à cause de l'erreur de laboratoire qui a longtemps faussé l'enquête, son profil avait été comparé à celui de Yara et non à celui d'Ignoto 1. À l'époque, aucune correspondance n'avait donc été détectée, mais cette fois, tout est repris depuis le début. L'ADN d'Esther est de nouveau analysé, puis comparé correctement à celui d'Ignoto 1. Le résultat tombe, clair, sans ambiguïté. C'est une correspondance. Enfin, il était temps, j'ai presque envie d'applaudir. Esther est la mère biologique d'Ignoto 1. Et en reconstituant son passé, les enquêteurs découvrent qu'Esther a quitté Ponteselva en 1970, mais que sa relation avec Giuseppe s'est poursuivie même après son départ. Cette même année, elle donne naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. Le garçon s'appelle Massimo Giuseppe Bossetti. Massimo a alors 42 ans. Il travaille dans le bâtiment, il a les yeux bleu clair, et tous les éléments correspondent exactement au profil génétique dressé par les experts depuis des années. Plus troublant encore, Massimo vit à Mapello, la ville où le téléphone de Yara a émis son dernier signal et où les chiens avaient conduit les enquêteurs dès le début. La police sait qu'elle touche enfin au but, mais elle avance avec une extrême prudence. Si Massimo apprend qu'il est sur le point d'être testé et qu'il est réellement le tueur, il pourrait disparaître. Les enquêteurs décident donc de le placer sur surveillance discrète et espèrent récupérer un échantillon d'ADN sans l'alerter, à partir d'un objet jeté, d'un verre, d'un mégot. Mais les jours passent et rien ne se présente. Alors, le 15 juin, un plan est mis en place. Un contrôle routier est organisé près de son domicile, officiellement pour des tests d'alcoolémie. Lorsque Massimo passe en voiture avec sa femme et ses enfants, il est arrêté comme les autres conducteurs. On lui demande de souffler dans l'appareil, puis on lui demande de recommencer, sous prétexte que la première tentative n'a pas été correctement enregistrée. C'est ultra malin de la part des enquêteurs. En réalité, vous en doutez, pendant qu'il souffle, 2 écouvillons sont prélevés avec précaution. La police ne laisse aucune place à l'erreur. Les échantillons sont immédiatement scellés et envoyés au laboratoire dans la nuit. À 2h du matin, les premiers résultats tombent déjà. Pour qu'une correspondance ADN soit validée, au moins 16 marqueurs doivent coïncider. Et chez Massimo Bossetti, les 21 marqueurs correspondent parfaitement à ceux d'Ignoto 1. Le lendemain, la confirmation officielle arrive et la police a enfin un nom, un visage, mais surtout un coupable. Massimo Bossetti a été identifié comme le tueur de Yara Gambiradio. Après presque 4 ans d'errance, d'erreurs, de faux espoirs et de travail acharné, l'ombre d'Ignoto 1 disparaît enfin. Mais pour Yara, le temps, lui, ne reviendra jamais. Le 16 juin, dès les premières heures du matin, la police place Massimo Giuseppe Bossetti sur surveillance étroite. Il ne se doute évidemment de rien. Il quitte son domicile comme n'importe quel jour, monte dans sa voiture et prend la route de son chantier. Les enquêteurs le suivent à distance, sans jamais attirer son attention. Arrivé sur son lieu de travail, Massimo commence sa journée normalement. Il monte au 2e étage du bâtiment et se met à travailler. Rien ne laisse deviner ce qui est sur le point de se produire. Puis, soudainement, plusieurs véhicules de police arrivent presque en même temps. Les agents surgissent de toutes parts. Et pris de court par le nombre d'officiers, Massimo regarde autour de lui, cherche instinctivement une issue, un moyen de s'échapper. Mais il n'y en a pas. Il est encerclé, il est interpellé sur place, sans violence, mais sans échappatoire. 3 ans, 6 mois et 21 jours après la mort de Yara Gambiradio, son meurtrier est enfin en garde à vue. Face aux enquêteurs,
Massimo confirme son identité. En revanche, sans la présence d'un avocat, il refuse de répondre aux questions. Il nie toute implication dans le meurtre de Yara et se mure dans le silence. L'arrestation, elle, vous en doutez, ne tarde pas à faire tout le tour du pays. Dès le soir même, toute l'Italie est au courant. Le choc est évidemment immense. Massimo Bossetti ne correspond en rien en l'image que beaucoup se faisaient du tueur. Il est italien, pure souche, comme certains disent, marié, père de 3 enfants, il est croyant, il travaille régulièrement, fréquente l'église, mène une vie aux apparences parfaitement ordinaires. Ceux qu'il côtoyait parlent d'un homme qui est discret, qui est sans histoire. Alors, personne, mais vraiment personne, n'aurait imaginé qu'il puisse être lié à l'enlèvement, à la torture et à la mort d'une pauvre adolescente de 13 ans. Mais l'arrestation déclenche aussi une toute autre onde de choc dans la société italienne. L'enquête ADN met brutalement au jour ce que les médias appellent bientôt le scandale de la liaison extra-conjugale. Le mari d'Esther Arzuffi découvre que les enfants qu'il a élevés ne sont biologiquement pas les siens. Il apprend également que même l'autre fils d'Esther est né d'un autre homme. En fait, les 3 enfants qu'il a élevés, aucun n'était les siens. Et du jour au lendemain, les enfants d'Esther réalisent qu'ils ne sont même pas frères et sœurs au sens biologique, mais demi-frères et demi-sœurs. La fille d'Esther, pourtant, prend publiquement la parole pour dire que ces révélations ne changent rien à ses liens familiaux et qu'aucune analyse ADN ne modifiera les relations qu'elle a construites toute sa vie. Esther, elle nie tout en bloc, elle est complètement dans le déni, et jusqu'à sa mort en 2018, elle affirme que la science se trompe. Elle va même jusqu'à évoquer l'hypothèse absurde d'une insémination artificielle réalisée à son insu par un médecin. Elle soutient n'avoir jamais eu de relation en dehors de son mariage. Alors bon, je veux bien que des fois tu tentes de te défendre comme tu peux, mais là il y a quand même toutes les preuves qui sont là. Alors oui, ce n'est pas bien, oui, ce n'est pas moral, mais au bout d'un moment, ces erreurs, on les assume. De l'autre côté, la veuve de Giuseppe Guerinoni découvre 15 ans après la mort de son mari qu'il a entretenu une liaison secrète pendant leur mariage et que cette relation a donné naissance à 2 enfants. Pour les 2 familles, encaisser toutes ces révélations est d'autant plus violent que tout se déroule sous les yeux du pays entier et même du monde. Un autre aspect de l'affaire choque également profondément. Dès l'arrestation de Massimo, les médias nationaux le présentent comme le meurtrier de Yara, sans nuance, sans attendre un procès. Alors je sais pas si en Italie on est présumé innocent jusqu'à ce que la condamnation soit faite, mais en tout cas, dans l'opinion publique, la présomption d'innocence disparaît presque instantanément. Massimo est jugé et condamné dans l'espace médiatique avant même de comparaître devant le tribunal. La situation va si loin que le ministre italien de l'Intérieur de l'époque publie un message affirmant que le meurtrier de Yara a été arrêté. À cet instant précis, le verdict semble déjà prononcé dans l'esprit de millions de personnes. Et la justice, elle, n'a pourtant pas encore parlé. Dès le départ, de nombreux experts juridiques le disent clairement. Les chances que Massimo Giuseppe Bossetti bénéficie d'un procès réellement équitable sont extrêmement faibles. L'opinion publique l'a déjà condamné, les médias ont figé son image et l'ombre de Yara plane sur chaque audience. Lorsque le procès commence enfin, la situation est simple sur le papier, mais presque impossible à gérer dans les faits. Massimo n'a que 2 options pour se défendre. Soit il explique comment son ADN a pu se retrouver sur les sous-vêtements de Yara, soit il parvient à démontrer que la preuve ADN elle-même est erronée. Sur le premier point, il n'a aucune explication crédible à fournir. Ses avocats choisissent donc la seconde voie. Ils tentent d'abord de remettre en question toute la construction généalogique de l'enquête, en suggérant que la police aurait pu identifier par erreur le mauvais père biologique dans la lignée familiale. Cette stratégie, évidemment, échoue rapidement car les analyses ADN successives, y compris celles réalisées après l'exhumation, confirment toutes les mêmes résultats. La défense avance alors avec une autre hypothèse. Massimo parle de ses fréquents saignements de nez et affirme que plusieurs de ses outils de chantier ont été volés. Il suggère que le véritable tueur aurait pu utiliser ces outils, ainsi que son sang pour commettre le crime, ce qui expliquerait la présence de son ADN sur le corps de Yara. Mais cet argument convainc difficilement le tribunal, notamment parce que la déclaration de vol des outils a été déposée plusieurs années après les faits, ce qui affaiblit considérablement sa crédibilité. Pendant ce temps,
L'accusation déroule patiemment l'ensemble des éléments circonstanciels reliant Massimo à l'affaire. Les procureurs présentent d'abord des images de vidéosurveillance montrant un camion très similaire à celui de Massimo circulant autour de la salle de sport de Yara à 18 reprises. Le véhicule apparaît pour la dernière fois environ 45 minutes avant la disparition de l'adolescente, puis ne réapparaît plus sur aucune caméra. Cependant, la défense souligne immédiatement les limites de ces images. La qualité vidéo, elle est médiocre, en plus je vous rappelle qu'on est en 2011, aucune plaque d'immatriculation n'est lisible et aucun détail distinctif ne permet d'identifier formellement la camionnette. De plus, les décalages horaires entre les différentes caméras rendent la chronologie exacte floue et au moins 2 ou 3 camions similaires appartenant à d'autres personnes circulaient également dans la zone ce soir-là. Cet élément, bien que troublant, ne constitue donc pas une preuve irréfutable. La police présente ensuite les données de localisation du téléphone portable de Massimo et les relevés montrent que son téléphone se trouvait à proximité de la zone où Yara a disparu, aussi bien dans l'après-midi que dans la soirée. Pour contrer ça, la défense produit le témoignage d'un collègue affirmant que Massimo a travaillé avec lui toute la journée. Mais cette version s'effondre lorsque l'enquête démontre que Massimo a quitté son chantier à 14h30 pour aller récupérer du matériel et n'est jamais revenu travailler ensuite. Plus tard, l'épouse de Massimo témoigne à son tour et affirme qu'il a passé le reste de la journée à la maison avec elle et leurs enfants. Et là encore, les données téléphoniques contredisent cette version. Son téléphone se trouve bien loin du domicile familial et s'éteint à 17h45 pour ne se rallumer que le lendemain. L'accusation ajoute d'autres éléments au dossier. L'ordinateur personnel de Massimo contient un historique de recherche lié à la pornographie juvénile. La police démontre également qu'il connaît très bien la zone où Yara a disparu et où son corps a été retrouvé. Enfin, les experts expliquent que certaines fibres retrouvées sur les vêtements de Yara correspondent à celles du tapis du camion de Massimo, même si des fibres similaires existent dans les milliers d'autres véhicules à travers l'Italie. Le procès dure près d'1 an. Des milliers de pages sont examinées, des experts défilent, les débats sont techniques, complexes et parfois étouffants. Il n'y a aucun témoin oculaire de l'enlèvement ni même de la mort de Yara. L'affaire repose presque entièrement sur la science, sur l'ADN, sur des recoupements, sur une accumulation d'indices plutôt que sur une preuve unique et définitive. Et au fil des audiences, une question ne cesse de planer dans la salle. Tout cela suffit-il pour condamner un homme sans l'ombre d'un témoin direct? Pendant toute la durée du procès, un point revient sans cesse dans les débats. Le camion de Massimo Giuseppe Bossetti a été fouillé à de multiples reprises, dans ses moindres recoins, par différentes équipes médico-légales et aucune trace de Yara n'y a été retrouvée. Mais les experts expliquent que ça n'exclut rien pour autant. Yara a pu ne jamais être transporté de force dans le camion, ou bien le véhicule a pu être soigneusement préparé à l'avance, recouvert d'une bâche, nettoyé méthodiquement après les faits, et surtout, 4 années se sont quand même écoulées avant certaines analyses, ce qui rend l'absence d'ADN parfaitement plausible. Et là, progressivement, tout se resserre donc autour d'un seul élément, celui qui peut faire basculer définitivement l'affaire dans un sens ou dans l'autre, l'ADN retrouvé sur les sous-vêtements de Yara. Pour l'accusation, il n'y a aucune ambiguïté. La correspondance est totale et le risque d'erreur est estimé à une chance sur 1 milliard. Avant même que la défense ne réponde, les experts prennent le temps d'expliquer les bases scientifiques au tribunal. Les cellules humaines contiennent de l'ADN nucléaire situé dans le noyau, hérité pour moitié du père et pour moitié de la mère. C'est cet ADN nucléaire que la police a comparé et attribué à Massimo. Les cellules contiennent aussi un autre type d'ADN, appelé ADN mitochondrial, présent dans les mitochondries et transmis exclusivement par la mère. Or, l'échantillon baptisé Ignoto 1 contient 3 éléments très précis, l'ADN nucléaire de Yara et l'ADN mitochondrial de Yara. En revanche, l'ADN mitochondrial de Massimo est absent. Et lorsque les enquêteurs ont tenté de comparer l'ADN mitochondrial présent sur l'échantillon à celui de la mère de Massimo, il n'y avait aucune correspondance, ce qui confirme que l'ADN mitochondrial de Massimo n'était pas présent. Et c'est là que la défense frappe fort, puisque selon la science, il est quasiment impossible que l'ADN nucléaire soit présent sans ADN mitochondrial provenant de la même personne. Et sur cette base, les avocats affirment que l'échantillon est défectueux, incomplet, et qu'il ne peut pas être considéré comme une preuve fiable. Mais le problème, c'est qu'aucun test ne peut être réalisé. L'échantillon était infime et a été entièrement consommé lors de la première analyse. Il ne reste plus rien à examiner, rien à vérifier, rien à comparer. Et en dernier recours,
La défense introduit une autre piste extrêmement sensible, la professeure de gymnastique de Yara, Sylvia Brenna. Et à l'époque, elle a une vingtaine d'années et enseigne la gymnastique à cette dernière. Les enquêteurs ont découvert une autre tache de sang sur la veste de Yara, distincte de celle d'Ignoto 1, et cette tache correspond à l'ADN de Sylvia. Le sang est suffisamment abondant pour avoir résisté à la pluie et à la neige. Cette information n'avait jamais été rendue publique auparavant, même les médias ignoraient son existence, et jusqu'ici, tout le monde pensait que les souvenirs de Yara étaient la seule source d'ADN étranger. Interrogée à ce sujet, Sylvia n'a aucune explication claire. Son père témoigne au tribunal et explique que le soir de la disparition, sa fille était assise seule à la maison, en pleurs, et qu'elle n'avait même pas été informée de la disparition de Yara à ce moment-là. Un autre détail trouble les audiences. Vers 18h35, soit environ 9 minutes avant la disparition de Yara, Sylvia envoie un message à son frère. Et ces messages ont ensuite été supprimés des 2 téléphones. Au tribunal, il déclare simplement qu'ils ne s'en souviennent pas. Et malgré ces zones d'ombre, après vérification et débat, Sylvia et son frère sont officiellement déclarés innocents. Aucun élément concret ne permet de les relier au crime. Et après près d'1 an de procès, ce qui est quand même extrêmement long pour un procès, des centaines d'heures d'audience et une montagne de rapports scientifiques, les 6 membres du jury rendent leur verdict. Massimo Giuseppe Bossetti est déclaré coupable. Juste avant que la sentence ne tombe, Massimo prend une dernière fois la parole. Sa voix est ferme, presque lasse, et il dit simplement « Je suis peut-être stupide, idiot et ignorant, mais je ne suis pas un meurtrier. » Quelques secondes plus tard, le verdict efface définitivement ces mots. Le tribunal rend finalement sa décision et Massimo Giuseppe Bossetti est reconnu coupable du meurtre de Yara et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. À cette peine s'ajoutent des dommages et intérêts particulièrement lourds. 400 000 € pour chacun des parents de Yara, 150 000 € pour chacun de ses frères et sœurs, ainsi qu'environ 18 000 € de frais judiciaires. Le verdict est sévère, définitif dans son intention, mais pas encore irrévocable dans le cadre du droit italien. En Italie, une condamnation prononcée en première instance peut être contestée. Le système judiciaire prévoit donc 3 niveaux. Le tribunal de première instance, la cour d'appel, puis la cour de cassation, qui représente l'ultime autorité. Tant qu'une affaire n'a pas franchi ces 3 étapes, la condamnation n'est pas considérée comme définitivement acquise. Et dès l'annonce du verdict, les avocats de Massimo font appel. En juillet 2017, la cour d'appel refuse de rouvrir le dossier et confirme intégralement la décision du premier tribunal. En 2018, la cour de cassation valide à son tour la condamnation, mettant un terme définitif à la procédure pénale italienne. Et à ce moment-là, Massimo est déjà incarcéré depuis près de 4 ans. Il tente ensuite un dernier recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, mais la juridiction européenne refuse tout simplement d'examiner l'affaire. Massimo purge encore aujourd'hui sa peine de prison à vie dans un établissement pénitentiaire italien. Et pendant que la justice suit son cours, Yara repose enfin. Elle est enterrée près de son centre de gymnastique, entre ses grands-parents, dans un lieu chargé de sens. Sa pierre tombale porte son visage, figé dans le sourire de l'adolescence. En 2015, ses parents ont créé un trophée de gymnastique en sa mémoire pour que son nom continue de vivre dans le sport qu'elle aimait tant. Son père, Fulvio, est souvent aperçu au cimetière tôt le matin, silencieux, immobile, comme s'il parlait encore à sa fille et à ses propres parents réunis au même endroit. Mais l'affaire Yara ne laisse pas seulement une trace judiciaire et émotionnelle, elle laisse un débat profond dans la société italienne. Beaucoup critiquent encore aujourd'hui l'ampleur inédite des tests ADN, la surveillance massive et l'intrusion dans la vie privée de milliers de personnes. Et d'autres estiment que sans ces méthodes extrêmes, le tueur n'aurait jamais été identifié. Au fond, l'affaire pose une question qui dépasse largement ce drame. Jusqu'où une société est-elle prête à aller pour rendre justice ? Et où placer la frontière entre la protection de la vie privée et la nécessité d'attraper ceux qui commettent l'irréparable ? Pour Yara, en tout cas, le temps s'est arrêté bien trop tôt, et malgré les verdicts, les débats et les polémiques, une chose demeure immuable. Une enfant de 13 ans seulement a perdu la vie, et rien ne pourra réparer ça. L'affaire de Yara laisse une impression lourde, presque inconfortable, puisque d'un côté, une enquête hors norme qui a repoussé les limites de la science et permis d'identifier un suspect que personne n'aurait jamais imaginé. Et de l'autre, il y a toutes les zones d'ombre, les erreurs et une question qui continue de diviser. Est-ce que la justice a été rendue ?
ou simplement décidé à force d'indices accumulés. Personnellement, ce qui me marque le plus, ce n'est pas simplement le crime, mais le prix humain de cette affaire. Toutes les familles qui ont été brisées, les vies exposées, et cette sensation que, quoi qu'il arrive, rien ne sera jamais vraiment réparé. Alors maintenant, je vous demande à vous, peut-on accepter une vérité judiciaire quand elle repose presque entièrement sur la science, sans témoin direct ? Personnellement, je suis quelqu'un de très terre-à-terre qui se repose beaucoup sur la science, même si j'aime beaucoup prendre en compte les circonstances, même si j'aime beaucoup prendre en compte les preuves circonstancielles qui pour moi peuvent faire beaucoup et qui peuvent même incriminer des personnes. Exemple typique d'il n'y a pas longtemps, Cédric Jubilard, qui a été reconnu coupable uniquement sur la base de faits, de preuves circonstancielles et non par des vraies preuves qui sont physiques. Et je suis du genre à vraiment tout prendre en compte, autant les preuves physiques que les preuves circonstancielles, puisque je pense qu'une affaire judiciaire c'est un tout et que c'est grâce à ce tout que l'on arrive à trouver le véritable coupable. J'espère évidemment que Massimo est bel et bien le vrai coupable et qu'il n'y a pas eu d'erreur, parce que bon, il y a quand même pas mal d'erreurs dans ce laboratoire. J'espère que c'est bel et bien lui et pas une autre personne qui potentiellement se trouve en liberté à l'heure actuelle. Mais bon, on va partir du principe qu'il n'y a pas eu d'erreur judiciaire, que tout s'est bien passé et qu'à présent la petite Yara peut reposer en paix. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette affaire dans les commentaires. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Un petit like et un petit boost si la vidéo vous a plu. Prenez soin de vous, merci à vous, ciao.